Donc tout a commencé pour moi à ce niveau-là au moment de la naissance de mes 2 premiers enfants. À l'époque, j'étais économiste, j'avais fait des études d'économie, un doctorat, Sciences Po, et je travaillais aux télécommunications, pas du tout dans le corporel, la santé, et je faisais quelques cours de yoga aux télécommunications. Je m'étais formée, j'avais donné des cours pour les gens des télécoms. Puis mon premier enfant a été un enfant très attendu. J'ai quelques années d'hypofertilité, on va dire. Et quand j'ai été enceinte, c'était le bonheur. Je ne me posais pas plus de questions, j'allais avoir un bébé. Et donc j'ai fait confiance à l'équipe qui me suivait. Et comme un premier bébé, je suis arrivée très tôt, le soir, en contractant un petit peu. On m'a mis dans une chambre. J'ai contracté toute la nuit, dormi. À l'époque, il n'y avait pas la péridurale, pas le monitoring, pas non plus l'échographie. Et on savait qu'il fallait souffrir, voilà, c'est comme ça, ou bien c'est l'anesthésie générale. Le père était interdit en salle d'accouchement, donc on savait qu'on allait être seul. Il n'y avait pas de préparation à l'accouchement. Mais bon, j'allais avoir un bébé, c'est tout ce qui comptait. Et puis le matin, on m'a amenée dans le bloc où se passent les accouchements, mais il n'y avait plus de place. Donc j'étais au fond du service dans une chambre, c'était pas une salle d'accouchement. Et les sages-femmes avaient beaucoup de travail. Elles couraient, les portes claquaient, les gens hurlaient, puisque les femmes avaient très mal. Et toutes les heures, la sage-femme venait écouter le cœur du bébé et repartait en courant. Et moi je me disais, c'est pas le moment de les déranger, il faut pas trop poser de questions, elles n'ont pas le temps, etc. Donc j'étais sur le côté, j'étais mieux sur le côté dans mon lit, mais sans faire de choses très particulières. Puis le temps passait, et finalement, tout d'un coup, j'étais donc sur le côté, et j'ai senti quelque chose de très différent, comme le bassin qui s'écarte et la tête du bébé entre les jambes, et une sensation très différente, une envie de pousser très forte. J'étais toute seule. Il y a un monsieur qui passait, qui devait être plombier ou électricien ou je ne sais quoi, mais pas un médecin, il avait une blouse grise. Et je lui ai dit, il faut appeler quelqu'un là, parce qu'il y a quelque chose de différent. La sage-femme est arrivée en courant, comme d'habitude. J'étais sur le côté, elle a glissé un bassin, un bassin, comme vous dites ici, sous mes fesses. Je me suis retournée et le bébé est sorti. Et derrière est arrivée en courant une élève sage-femme pour me raser, parce qu'à l'époque, on rasait les femmes au cas où il y aurait des épisiotomies, des choses à recoudre. Mais c'était trop tard. Donc voilà le premier bébé, 3,4 kg. Et puis c'était un hôpital, c'était comme ça à l'époque, le bébé on ne le voyait plus, il était en nurserie. Et personne n'allaitait, et on était donc, on restait 7 jours, c'était un peu déprimant, on ne voyait pas le bébé, on dérangeait quand on voulait voir son bébé. Et à ce moment-là est arrivé le livre de Frédéric Leboyer sur la naissance sans violence. Et je me suis dit que, bon, l'accouchement, c'était bien, je n'avais rien à dire, mais pour le bébé, je voulais la prochaine fois être avec mon bébé. Je ne voulais pas qu'on me sépare de mon bébé. Donc j'ai cherché pour mon deuxième accouchement une maternité où je pouvais rester avec mon bébé tout le temps. Et j'ai trouvé une maternité qui, sur le plan médical, était comme les autres, parce qu'il n'y avait pas de différence, mais très branchée sur la préparation à l'accouchement, les choses comme ça. Et là, mon médecin me dit qu'à cause de cette approche, donc sur les préparations, un peu post-68 tarde, un peu psychocorporel, gestal, créplumal, tout ça, à cause de ça, les médecins, les sages-femmes s'étaient retrouvés à faire des exercices au tapis, à quatre pattes, à crier, à faire des trucs. Et à cause de ça, ils ont compris que c'est pas si facile d'être détendu quand on est
a explosé dans son corps et que quand un médecin dit à une sage-femme, dit à une femme, détendez-vous que je vous examine, c'est pas si évident que ça de se détendre. Donc ils ont compris des choses. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, mais c'est bien sûr, il faut que les gens qui travaillent sur le corps des autres fassent un travail sur leur corps. Un peu comme un psychanalyste doit être analysé. Et donc, je propose des cours dans les hôpitaux pour que le personnel, même le directeur, la secrétaire, la standardiste, tout le monde ait un travail sur soi pour mieux accueillir quelqu'un qui souffre. On était en 78 et je n'étais pas connue. Puis un jour, une standardiste de l'hôpital Cochin à Paris me passe à une obstétricienne, un peu à l'original du service, on va dire, et qui était responsable de la préparation à l'accouchement et obstétricienne, psychanalyste. Et elle me dit, écoutez, moi, votre idée c'est bien, mais dans 20 ans on y est encore. Moi je veux un travail avec les femmes enceintes et je pense que sur la douleur, le yoga peut apporter quelque chose. On était à une période, il n'y avait pas la péridurale, il n'y avait pas la sophro ni l'hypnose, il y avait l'accouchement sans douleur de Damas, on n'y croyait plus. Donc finalement, il n'y avait plus rien. De nouveau, les femmes souffraient, n'avaient plus rien. Donc elle me dit, je crois que dans le yoga, on peut trouver des choses. Et je voudrais que vous nous proposiez des choses pour les femmes. Alors je dis que personnellement, je n'ai aucune formation médicale et que pour moi, une femme enceinte, il y a peut-être des choses contre-indiquées, dangereuses. Dans la formation de yoga, on ne parle pas du tout de femme enceinte et d'accouchement dans le yoga classique. Et donc je dis, moi je ne me sens pas de faire ça parce que c'est peut-être dangereux, je ne sais pas. Et elle me dit, écoutez, venez travailler avec l'équipe de sages-femmes, vous nous proposez des choses et ensuite, nous, on vous dira, on fera le tri là-dedans. Ok, donc 78, on est avec une équipe de sages-femmes d'un hôpital parisien renommé et on est au tapis, on fait des exercices. Et puis, les sages-femmes tout d'un coup me disent, mais et pour pousser, comment vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Comment vous enseignez aux femmes de pousser? Je dis, ben, pousser? Je ne comprends pas la question. Donc, mon premier accouchement, j'ai raconté. Le deuxième, c'était un siège. Deuxième bébé, ça va souvent plus vite. Le siège, il faut que ça aille vite. Maintenant, je sais. Et j'ai eu juste l'accouchement, mais l'accouchement du livre. La description de l'accouchement du siège. Donc, je suis arrivée avec des contractions très violentes, et ça doit être comme ça pour un siège. Et quand je suis arrivée, j'étais presque à complet, et la sage-femme m'a installée et est sortie chercher un médecin puisque c'était un siège. Et mon mari est allé chercher le journal parce que quand il est stressé, il faut le journal. Bon, donc il croyait que ça allait durer des heures. Et je me retrouve de nouveau toute seule. Et dans cette maternité, on avait eu l'habitude de mettre une glace sur pied, devant, pour que les femmes se regardent accoucher dans la glace. Et je vois arriver dans la glace un petit paquet, parce qu'un siège c'est comme un œuf, à toute vitesse. J'étais là, les jambes en l'air sur des étriers, toute seule. Et je vous jure que j'ai pas poussé parce que je ne voulais pas, parce que j'avais peur qu'elle tombe. Et puis c'est haut une table d'accouchement. Et la sage-femme est juste arrivée pour l'attraper, me la mettre sur le ventre. Et vraiment, j'ai pas poussé. Et puis j'avais vécu à la campagne et j'avais vu des tas d'animaux mettre bas. Pousser, je ne comprenais pas. Donc là, on m'explique que normalement, il faut pousser pour accoucher. Il faut prendre de l'air, se mettre plié en deux, bloquer, pousser, il faut s'entraîner. C'est beaucoup d'efforts expulsifs. Je dis, mais moi, j'ai pas du tout eu envie de faire ça. Et là, les sages-femmes disent, oui, bon, enfin, bon, c'est pas normal, elle n'est pas normale, on va pas partir sur des choses anormales, quoi. Donc, moi, je découvre, et je me dis, ben, ouais, ça peut être moi qui suis pas normale.
Je dis, ben oui, c'est sûr. Toi, tu es faite pour accoucher. Donc après, je me dis, mais c'est bizarre que je sois la seule femme faite pour accoucher et que ce soit une anomalie. Mais bon, puisqu'on me le dit. Puis finalement, le médecin qui m'avait fait venir me dit, écoutez, si vous vous installez à côté, moi, je vous envoie des femmes pour faire un travail de yoga. Voilà. Donc, je prends une dispo des télécoms et je suis jamais revenue. Et là, je commence à travailler avec des femmes enceintes, empiriquement, petit à petit, chercher des postures. Il n'y avait rien d'écrit sur le yoga, maternité, etc. Et les femmes sont très contentes, ça se passe très bien. Mais arrivé à la maternité, on leur fait faire juste l'inverse. En termes de position, de respiration, juste l'inverse de ce qu'on avait ressenti comme bien pendant les cours. Donc je me dis, finalement, c'est ennuyeux parce que je n'ai aucun argument que mon vécu. Bon, je ne sais pas parler avec le monde médical, je n'ai pas le langage. Bon. Donc, comme ça me passionnait, j'ai dit, il faut que je me donne les moyens. Puis j'avais vu un film anthropologique d'une femme en Nouvelle-Guinée, toute seule dans la nature, et qui accouche, elle aussi, sur le côté, comme ça, sans pousser. Je dis, bon, j'ai pas rêvé, il y en a au moins deux, ça existe. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi, pour certaines femmes, c'est si difficile, c'est si laborieux, il faut tellement pousser. Et puis, pour d'autres, non. Quand même, c'est étonnant que la nature n'ait pas prévu, comme chez les animaux, qu'un accouchement soit assez simple pour la majorité des gens. Bon, je trouve rien d'écrit et finalement, je décide de me former. Si je fais des études de sage-femme, je ne peux pas, je n'ai aucune notion de diaphragme, de bassin, de genou, de douleur. Et moi, je faisais aussi des cours de yoga pour monsieur, madame, tout le monde, et au télécom, entre autres. Bon. Et puis, si je fais des études de physio, je ne sais rien en obstétrique. Donc, finalement, je me dis, il n'y a qu'une solution, c'est de faire des études de médecine. Donc, à 38 ans, après mon 3e accouchement, qui je pourrais raconter un jour, mais qui était moins... C'est pas lui qui a déclenché, mais c'était une confirmation. Le médecin a voulu être là pour voir comment j'accouchais. Et là, on a fait des photos. Et sans pousser, évidemment. Mais donc, après ça, j'ai commencé mes études de médecine. J'avais 38 ans, 3 enfants, et je continue à travailler comme prof de yoga. Donc, ça a été 8 ans, puisque c'est 8 ans, quand même assez laborieux, on va dire, assez difficile. Un peu difficile dans la carrière, parce que du coup, on ne gagne pas d'argent quand on est étudiant en médecine. Donc on ne fait pas des points de carrière. Et bon, finalement, j'ai fini comme médecin généraliste et j'ai fait ma thèse sur les problèmes d'incontinence dus à l'accouchement. Et j'ai trouvé que plus de 50% des femmes avaient des problèmes d'incontinence après le premier accouchement, malgré la rééducation systématique qu'on fait en France, puisque je voyais des femmes qui avaient le premier accouchement, rééduqué, 2e accouchement. Et donc, à cause de cette thèse, je suis devenue, entre guillemets, spécialiste du périnée, et j'ai commencé à former des sages-femmes en France, parce que j'avais trouvé quand même que les seules qui n'avaient pas de problème d'incontinence étaient celles qui avaient eu une poussée réflexe, spontanée, qui avaient eu cette envie incoercible de pousser et qui n'avaient pas poussé plus de 10 efforts expulsifs. Donc c'est la même chose. Donc je me dis, il y a bien une corrélation entre ces poussées et l'incontinence. Je n'ai jamais retrouvé dans toutes les études sur l'incontinence ce facteur poussée réflexe, parce que personne n'en parle. Ce n'est écrit nulle part dans les livres d'obstétrique. Il est écrit que certaines femmes, pas toutes, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui, ont une envie incoercible de pousser. C'est ce qu'on appelle le réflexe expulsif. Et puis c'est fini, plus rien d'autre. Et pourtant,
Je pense que si on est là aujourd'hui, c'est parce que Ève a eu un réflexe expulsif et les autres femmes, comme les animaux. Et que c'est quelque chose de très très important, mais qui n'est pas connu. Donc, entre autres choses, j'ai écrit le réflexe expulsif. Je l'ai expliqué à partir de ce que j'ai vécu, à partir d'autres femmes que j'ai pu accompagner, et à partir de travaux scientifiques sur la défécation, puisque là on peut tout mesurer, faire des électromyographies, des vidéos, on peut tout analyser sur la défécation, sur la poussée, mais c'est en fait la physiologie très voisine de l'expulsion. Donc j'ai, à partir de 1995, formé énormément de sages-femmes en France, les 3/4 des maternités, beaucoup d'écoles de sages-femmes, et depuis quelques années, de plus en plus à l'étranger, dans le monde. J'ai plusieurs livres traduits en japonais, en italien, en espagnol. Un seul en anglais, c'est Abdominaux et le massacre. Et donc je suis maintenant de plus en plus reconnue par les gens qui s'occupent et d'accouchement et de périnée. Donc j'ai détaillé les positions d'accouchement. Pourquoi certaines femmes prennent plutôt celle-là, pourquoi elles font ci, pourquoi elles font ça, et qu'est-ce qui se passe, c'est la biomécanique materno-fétale, et j'ai écrit beaucoup de choses, fait des posters, etc., qui ont été beaucoup copiés, et de plus en plus, avec des gens qui n'ont pas tout compris, qui ne se sont pas donné les moyens de comprendre la biomécanique, de faire tout l'effort. J'ai quand même fait 8 ans d'études de médecine pour valider. J'ai fait sur moi des scanners, des radios, j'ai mis ma fille dans l'IRM, je fais plein de recherches avec des étudiants. Et ce que j'amène n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas la boule de cristal, c'est de la biomécanique que j'ai pu prouver, valider, et que beaucoup de gens s'approprient sans avoir rien compris. Et ça me dessert parce que après on prend des recettes qui ne marchent pas. Et c'est tout le contraire de mon message. Je veux qu'on regarde cette femme et qu'en fonction de cette femme, sa morphologie, son bébé, la position de son bébé, elle va nous envoyer des signaux précis. Et il faut la suivre, mais en sécurité, en surveillant le bébé. Il ne s'agit pas de prendre de risques, mais en fait, on s'aperçoit, et j'essaye de le prouver, que la femme peut trouver des postures où elle est bien, où elle respire bien, où son bébé va bien, et qu'il faut absolument aider à ça, et non pas appliquer des recettes à 3 cm on fait ça, 4 cm on fait ça, et puis on fait des angles à 90 degrés, parce qu'un jour j'ai dit ça, alors tout le monde le reprend, toutes les 3 lignes dans certains livres, mais sans savoir pourquoi ni comment, et c'est pas ça mon message c'est chaque fois il faut regarder, et il y a toujours une explication. Si la femme fait ça, il y a une raison. Et on va s'apercevoir que c'était la bonne raison. Et que c'était ça qu'il fallait faire. C'est ça que j'essaye de prouver dans mes travaux. Donc je fais pas mal de recherches. De plus en plus, j'ai tout le temps des étudiants qui font des recherches. Ce n'est pas des recherches universitaires. Je ne suis pas universitaire, je suis isolée. Je n'ai pas les moyens de faire des recherches 3000 cas randomisés, double aveugle, etc. Mais des petits cailloux pour additionner des petites choses qui sont prouvées et qui arrivent toutes au même endroit, à cette notion qu'il faut s'adapter à chaque femme. Donc il y a une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas possible qu'il n'y ait qu'une seule position d'accouchement pour toutes les femmes et tous les bébés. Et pourquoi il n'y en a qu'une, la position gynécologique qu'on a imposée au monde entier, à des pays où ils n'ont jamais accouché comme ça, où ils ne sont jamais couchés comme ça, où c'est totalement impossible avec le bassin qu'ils ont, par exemple. Mais on a imposé ça à tout le monde, parce que l'obstétrique dit que le bassin ne bouge pas, la femme ne bouge pas. Alors le bassin ne bouge pas. C'est une notion qui est évidente. Toutes les femmes enceintes ont toujours mal au bassin parce que ça bouge. Et Et c'est sûr qu'un bassin, ça bouge, mais en position gynécologique, ça ne bouge pas.
C'est à cause de la position que ça ne bouge pas. Donc l'obstétrique, c'est une femme dans une position qui ne bouge pas, avec un bassin qui ne bouge pas, avec un médecin qui ne bouge pas. Donc c'est le bébé qui doit tout faire. Et donc on a appris comment le faire passer, quoi qu'il arrive, dans ces chicanes que sont le bassin. Donc s'il arrive comme ça, on sait comment il faut tourner. S'il arrive comme ça, on sait comment il faut tourner pour qu'il passe les chicanes. Mais on ne s'est pas dit, mais si je change la position de la mère, qu'est-ce qui se passe? Parce que si on change la position de la mère, on change tous les repères. Et alors on ne sait plus faire. On n'a plus le protocole, on n'a plus le déroulé. Et c'est sûr que dans l'urgence, s'il y a vraiment une complication, c'est très difficile d'improviser dans l'urgence. Donc sur des accouchements qui se passent mal, je dis qu'il faut reprendre les choses comme on sait les faire. Mais quand l'accouchement est normal, c'est très important de positionner la mère. Et en bougeant la mère, on change les axes entre le bébé et le bassin, on change les dimensions du bassin, ça j'ai pu le prouver, en faisant des radios, des scanners sur moi, puis d'autres études. Et il y a un document YouTube que je vous incite à regarder sur les mouvements du bassin, on donnera les références, qui montre comment très très bien ces mouvements et qui reprend ce que j'ai pu démontrer, c'est qu'en mettant les fémurs, les genoux à l'intérieur au moment de l'expulsion, si on est sur le dos, on peut gagner plus de 2 cm en largeur dans le bassin. Et ça, c'est mon apport à l'obstétrique, je l'ai vraiment prouvé, constaté et mesuré. Donc, on peut vraiment gagner sur les dimensions du bassin, mais aussi, en bougeant la mère, on peut bouger l'enfant dans la mère. Et on peut le faire tourner parfois, le faire fléchir parfois, mais parfois, ce n'est pas des recettes magiques. Il y a des enfants qui tourneront jamais parce qu'ils ne doivent pas tourner, parce qu'ils ne peuvent pas tourner, parce que le cordon est trop court, parce que le placenta est placé d'une manière que l'enfant ne peut pas changer de position. Donc il ne faut pas prendre ça des recettes, allez on va mettre ça, ils vont tous tourner. Non, c'est pas vrai. Mais on peut petit à petit améliorer la mécanique obstétricale à main nue. Et ça, ma conviction, c'est que tout ce qu'on peut faire dans la brousse, on peut le faire dans une salle d'accouchement. Mais l'inverse n'est pas vrai. Je ne suis pas pour la nature à tout prix, ne rien faire, prendre des risques. Non, je veux que dans toutes les salles d'accouchement, on puisse écouter la mère, regarder la mère, avec des simples coussins de positionnement qu'on pourra regarder peut-être, avec une table d'accouchement qui est très mobile aujourd'hui, avec le papa, avec 2-3 ballons, presque rien. On peut donner toutes les chances à la physiologie. Mais quand ça va pas bien, un bloc à côté. Pour moi, aujourd'hui, on n'a pas le droit de prendre de risques. En tout cas, je ne veux pas que ça serve simplement à quelques privilégiés qui vont accoucher dans des conditions idéales. Je veux que toutes les femmes, même si ça se termine par une césarienne, on les accompagne, on les aide et qu'elles vivent leur accouchement et qu'elles donnent toutes les chances à leur bébé. Donc ça, c'est mon message. Et quelquefois, ce message est détourné. Et on me fait dire que je suis pour freestyle, on fait n'importe quoi, et puis voilà, il suffit de penser que tout ira bien et tout ira bien. Non, c'est pas ça mon discours. Et la mécanique ne pardonne pas, et je veux que les postures soient justes, mécaniquement, parce que ça ne passe pas autrement. Et mes formations, c'est très concret. On est au tapis, on ressent. Si je veux résumer, je vous dirais, mettez-vous sur des skis, et puis dites, allez-y, freestyle. Personne, vous n'avez pas appris, c'est pas grave, vous mettez sur les skis et vous y allez. Ben, vous allez être sur les fesses rapidement. Si vous mettez les skis comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Il y a quand même des choses à respecter en termes de mécanique. Et c'est ça mon message, et c'est ça que j'essaye de faire passer dans mes formations. Au Québec, je viens depuis 1997, tous les ans, et quelquefois 2-3 fois par an. J'ai formé d'abord des infirmières, en particulier à Granby, puis
puis à Lévis. Puis ensuite, les médecins de famille à Québec, Myriam Tremblay, Nadine Dubois, ont décidé de faire partager ça aux médecins. Et ont décidé de faire accréditer la formation au niveau de l'Université Laval. Et maintenant, j'ai de plus en plus de médecins de famille et de gynécologues qui viennent dans mes stages, mais aussi toujours des infirmières, des kinésiologues ou physiothérapeutes, je sais parce que ce n'est pas les mêmes noms en France, chez nous c'est kinésithérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, tout ça et des accompagnantes viennent de plus en plus au Québec et je suis de plus en plus demandée, en particulier par les médecins de famille. À la Source en Soi, je viens depuis 5 ans. Et ici, beaucoup de professions sont représentées, ce qui est très important. Toute une équipe, des disciplines complémentaires. Et tous les accessoires que j'utilise, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas très cher. C'est rien pour un hôpital d'acheter un ballon, d'acheter un coussin. Mais tout ça est disponible ici. Et comme ça, quand je fais mes formations, les gens peuvent tester, expérimenter et trouver ici sur place tous les petits accessoires que j'utilise. Et parfois, les accessoires, c'est essentiel. Parfois, juste un coussin permet de changer la position et tout d'un coup, ce bébé va s'engager. C'est ça que j'essaye de leur montrer. Un petit détail, ça change tout. Voilà, donc tout ce travail, c'est pas fini et je suis une passionnée d'anthropologie. Et je vais voir ailleurs ce qui se passe. Ailleurs, l'obstétrique dans les pays modernes, en Europe, au Japon. Ailleurs aussi, en Afrique, à Madagascar, dans le sud marocain, dans des pays où il reste beaucoup de cultures traditionnelles. Et j'ai organisé déjà 2 congrès sur culture du monde et le périnée à travers les cultures, à travers les religions, et cette année, le maternage à travers les cultures. Et il y aura un représentant, anthropologue québécois, M. Saladin Narmlure, qui viendra nous parler des Inuits à Paris prochainement. Parce que chez les Inuits, ils savent des tas de choses, des choses qu'on va retrouver aussi bien au fond du Maroc qu'à Madagascar. Parce que finalement, c'est toujours les mêmes choses, la physiologie.